Voilà, oui, je m'appelle Patrick Berlier, je viens de Saint-Étienne, c'est un petit peu loin de Rennes-les-Bains et de Rennes-le-Château, raison pour laquelle je ne me présente surtout pas comme étant un spécialiste de Rennes-le-Château. Je cherche absolument pas à résoudre l'énigme, même si ça m'intéresse beaucoup. Je suis venu à Rennes-le-Château en lisant Gérard de Sède, un petit peu comme tous les gens de ma génération, et un peu par hasard aussi. Moi, au départ, je me suis surtout spécialisé sur ma région de Saint-Étienne, sur une région montagneuse qui s'appelle les massifs du Pilat, les monts du Pilat. Et par la suite, j'en suis venu à m'intéresser. Bon, j'ai un petit peu élargi mon champ de recherche. Je me suis intéressé à l'histoire de la ville de Lyon, qui n'est pas si loin, et parallèlement aussi à l'histoire donc de Rennes-le-Château et de Rennes-les-Bains, puisque c'est pas seulement Rennes-le-Château. Voilà, donc en m'intéressant à l'histoire du Pilat, je me suis intéressé à l'histoire de l'un des plus beaux villages du Pilat, qui est l'ancienne chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarret. Et l'un des prieurs chartreux qui a officié dans cette chartreuse au XVIIe siècle, de 1618 à 1627, il avait un drôle de nom, il s'appelait Dom Polycarpe de la Rivière, ce qui était sans doute un nom d'église. Et il a laissé une œuvre littéraire assez abondante et qui a connu un assez grand succès à son époque. Et donc en étudiant son œuvre, je me suis rendu compte qu'il employait souvent le mot angélique, parce que c'était le nom qu'il avait donné à son âme. Et dans son œuvre, tout laisse entendre qu'il appartenait à une certaine organisation, également angélique. Donc je suis parti un petit peu sur la piste de cette organisation, et je l'ai retrouvée dans un premier temps à Lyon, donc au XVIe siècle, où elle est née. Il semble avoir été rassemblée par un certain Nicolas Delange, qui portait un nom un petit peu prédestiné, ou bien choisi, on va dire. Cette société, il y a un auteur du 19e siècle qui en parle beaucoup, qui s'appelle Claude Sosten Grasset-Dorsey, qui a publié pas mal d'articles dans la revue britannique, donc fin 19e, début 20e. Mais il faut un petit peu décrypter ce qu'il dit parce que c'est très complexe. Et puis donc, en faisant pas mal de recherches, je me suis rendu compte, donc c'était ce Nicolas Delange qui avait rassemblé, disons, des intellectuels qui appartenaient à des groupes antérieurs. Et donc il les réunissait chez lui dans un domaine qui s'appelait l'Angélique, et la société a pris le nom du domaine est passé au nom de la société. Voilà, donc je me suis intéressé à ça. Et puis ensuite, je me suis aperçu que cette société, elle avait été donc, plus ou moins disparue à Lyon, mais elle est renée. Elle a fait une renaissance, en quelque sorte, à Paris, à la fin du 19e, dans les cercles occultistes parisiens. Et elle a eu parmi ses membres des grands noms des arts ou de la littérature, des gens comme Jules Verne d'abord, Georges Sand, Victor Hugo, Alexandre Dumas, Honoré de Balzac. Voilà. Et donc Jules Verne, moi je me suis toujours intéressé à Jules Verne. Dès mon plus jeune âge, j'ai lu des romans de Jules Verne. Déjà, quand j'étais jeune, j'avais noté quelques curiosités dans les romans, en particulier des erreurs volontaires. Et donc, c'est comme ça que j'en suis venu aussi à m'intéresser beaucoup à Jules Verne. Et je me suis rendu compte que Jules Verne avait été certainement initié et était parfaitement au courant du mystère des deux reines, puisqu'il en parle quand même dans ses romans. En particulier, il y a 3 romans où Rennes-le-Château, où l'histoire de Rennes-le-Château apparaît en filigrane. C'est le château des Carpates, César Cascabel et Clovis d'Ardentor. Voilà. Donc sur tous ces sujets, j'ai sorti plusieurs livres. J'ai sorti d'abord un livre en plusieurs volumes sur la société angélique. D'abord 2 premiers tomes qui ont été rassemblés en un seul par la suite, qui sont destinés à un public un petit peu érudit, averti. Et donc ensuite j'ai complété par un troisième opus, qui n'est pas une suite, qui serait plutôt un commencement, qui lui est destiné à un public beaucoup plus large, avec des mots plus simples. Et puis parallèlement, par la suite, j'ai donc écrit aussi un très gros livre sur
l'œuvre de Jules Verne, les messages cachés dans l'œuvre de Jules Verne, ce que j'ai appelé les matériaux cryptographiques. Alors, Clovis d'Ardentor, roman de Jules Verne. Donc là, dans ce roman, Jules Verne utilise un procédé qui lui est assez cher, qui consiste à parler de la région de Rennes-le-Château en situant l'action du roman totalement ailleurs, en l'occurrence en Afrique. Et il imagine ce qu'il appelle un voyage circulaire. Et quand on prend la peine de regarder sur une carte de l'Algérie, on s'aperçoit que ce voyage n'est absolument pas circulaire. Mais en fait, il utilise l'équivalence de certains noms entre des lieux d'Afrique et des lieux de la région, ici de Rennes-le-Château, Rennes-les-Bains, Bugarache. Et la première analogie, c'est que le paquebot, le bateau qui transporte le personnage donc depuis Sète jusqu'en Afrique, jusqu'en Algérie, c'est le paquebot l'Argelas. Et son capitaine se nomme le capitaine Bugarache. Déjà, c'est pas anodin. Déjà, l'Argelès, évidemment, ça fait référence à une des villes qui s'appelle Argelès, puisqu'il y en a 3 en France. En l'occurrence, il s'agit d'Argelès-les-Bains. Alors, dans le roman de Jules Verne, il y a un détail, il y a un nom qui permet de savoir que c'est bien Argelès-les-Bains. C'est qu'à un moment, les excursionnistes s'arrêtent dans un village d'Algérie qui s'appelle Valmy, qui existe réellement. Mais Jules Verne insiste bien sur ce nom de Valmy. Or, Valmy, c'est également le nom d'un château qui se trouve à Argelès-les-Bains. Donc on sait que c'est bien la ville d'Argelès-les-Bains qui est signalée. Et si on prend une carte de la région, on tire un trait d'Argelès-les-Bains jusqu'aux pêches de Bugarache. Si on prolonge ce trait, on aboutit pile sur Rennes-le-Château. Donc déjà, ça nous permet de situer l'action véritable du roman, qui ne se déroule pas en Algérie, mais bien dans la région. Et quand on suit ce voyage circulaire, ou prétendu circulaire en Algérie, et qu'on note bien les similitudes des noms entre l'Algérie et les régions de l'Aude, on s'aperçoit que le vrai voyage circulaire, il n'a pas lieu en Algérie, il a lieu autour de Rennes-le-Château. Au départ de Rennes-le-Château, on fait un grand voyage circulaire, qui est vraiment circulaire, parce que si on trace un trait, on voit que tous les lieux par où il passe s'inscrivent sur un cercle. Parfait. Et ce cercle, naturellement, il a un centre. Ce centre, il a un point précis. Je vous le laisserai chercher. Alors, donc juste une petite question supplémentaire. Oui. Du coup, est-ce que le fait est que ça se passe, l'action se passe sur un bateau en partie, Oui. Qui est en escale à 7, et que il y a une symbolique aussi du bateau qui est dans la mythologie, qui est liée comme au char, par exemple, du cardio, c'est par le feu, mais il y a aussi le bateau qui transporte les âmes, le symbole égyptien. Est-ce que pour vous il y a une idée comme ça chez Jules Verne pour parler de ce symbole-là? Oui, probablement. Probablement, oui. Oui. Ben, Jules Verne est très attaché au voyage maritime. Hein. Il dit souvent que le plus beau métier du monde, c'est le métier de marin. Et à l'époque, c'est la marine à voile, évidemment. Il ne faut pas oublier que Jules Verne lui-même a possédé plusieurs voiliers. Il y en a eu 3 successifs. Ils s'appelaient tous le Saint-Michel. Saint-Michel, c'est aussi le saint. C'est l'archange qui pèse les âmes. Donc c'est pas anodin tout ça. Moi je me risque encore du coup Oui. une question. Oui. Parce que tu as parlé des portes temporelles, Oui. par rapport à Philippe de Lyon. Il y a aussi ici des histoires de portes temporelles, spatio-temporelles. Est-ce que par rapport à Jules Verne aussi, on pourrait trouver ça dans ses récits, Oui. par le passage de l'imaginaire à la réalité aussi Oui. Oui, bah, Jules Verne, oui, je pense que. Alors lui aussi, c'est un voyageur du temps, entre guillemets. Je pense qu'il a eu des visions de l'avenir et qu'il a interprété selon les connaissances qu'il avait à son époque. Je suis persuadé qu'il a eu de la vision
des grands sous-marins, des porte-avions, de l'énergie nucléaire, mais qu'évidemment il n'a pas su comprendre l'énergie nucléaire, par exemple, et il l'interprétait avec les moyens, enfin les connaissances de son époque. Donc c'est vrai que quand on prend par exemple le roman 20 milieux sous les mers, le sous-marin Nautilus, il est évident qu'il est propulsé par l'énergie nucléaire, mais Jules Verne ne sait pas l'expliquer. Pareil pour un roman beaucoup plus tardif qui s'appelle L'île à hélice. L'explication qu'il donne de la propulsion de l'île, mais ça ne tient pas debout, quoi. Alors qu'il est évident que cette île ne pourrait être propulsée si elle existait que par l'énergie nucléaire. Et il y a plein de choses comme ça que Jules Verne a eu certainement des visions qu'il a essayé d'expliquer avec les connaissances de son époque, mais évidemment, il a eu la vision de l'avenir, mais il n'a pas eu accès aux connaissances de l'avenir. C'est par rapport à la région ici. Oui. Par rapport au port, il aurait eu une information particulière non? Ce qui est intéressant aussi, c'est le frontispice du roman que vise Ardenteur, qui représente les personnages qui passent à travers un tonneau, mais le tonneau est vu en perspective, ce qui fait que ça ressemble à un anneau. Et la ressemblance avec Stargate, la série télévision, est absolument frappante. Donc là aussi cet anneau, ce tonneau qui ressemble à un anneau, c'est évident que c'est une porte.